Tout le monde a sa chance, quel que soit son parcours, quelle que soit son origine, quel que soit son milieu, quels que soient ses revenus. Il n'y a pas d'établissement qui est meilleur en soi, je ne pense pas qu'il y ait de pays qui soit meilleur en soi. Par contre, il faut bien réfléchir à ce dont on en a besoin et aussi quel est son projet. Ce qui est, je pense, important, c'est de se demander comment je vais préparer mon insertion professionnelle. Et donc ça veut dire d'abord de se renseigner sur les débouchés, c'est-à-dire de voir quels sont les débouchés des étudiants et notamment des étudiants internationaux qui étudient dans ces pays. Quel est l'accompagnement dont je peux bénéficier ? C'est-à-dire que est-ce que cette école ou cette université a un service carrière qui va m'aider, qui va m'accompagner ? Quel est aussi le réseau alumni ? C'est-à-dire qu'une carrière aujourd'hui se construit beaucoup sur un réseau et un des réseaux très forts, c'est le réseau des alumni de l'université ou de l'école qu'on a créée. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet nouvel épisode de Ose ta réussite qui est le podcast pour les étudiants en mobilité internationale. Aujourd'hui, nous recevons Sébastien Lindin qui est un grand spécialiste de l'enseignement supérieur, notamment en internationalisation de l'enseignement supérieur et aussi fondateur de Lindin & Swift. Bonjour Sébastien. Bonjour Liv. Nous allons aujourd'hui nous consacrer donc sur trois grands sujets, notamment donc sur la mobilité internationale, concentrée sur l'Allemagne, la France et la Belgique. Qu'est-ce que ces pays font pour attirer les étudiants aujourd'hui ? Quels sont les facteurs qui attirent les étudiants, mais également ce que les écoles et les universités font comme effort pour attirer ces étudiants-là et comment les rencontrer ? Première question pour toi Sébastien aujourd'hui. Parlons vrai. Si tu devais, en tant que parent, choisir un pays pour un de tes enfants, lequel serait ? Alors c'est une question très concrète et qui me concerne directement parce que j'ai une fille qui a 18 ans, qui passe son baccalauréat et on parle de ses études. Je crois très sincèrement qu'aujourd'hui en Europe, dans tous les pays, on trouve des formations de qualité, des formations diversifiées, et c'est un des grands succès de l'Union européenne. L'enseignement supérieur a été un chantier très important dans la construction européenne avec le programme Erasmus, qu'on appelle aujourd'hui Erasmus+, et cette politique, cet espace de l'enseignement supérieur en Europe a permis d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, des formations dans tous les pays et surtout d'encourager à des coopérations entre pays européens, entre les pays européens et des autres pays, à encourager à internationaliser les formations et à encourager à accueillir davantage d'étudiants venant du monde entier. Donc aujourd'hui, je crois que quel que soit le pays où on va en Europe, on trouve des formations de qualité. La question ensuite, c'est qu'est-ce que moi, comme étudiant, j'ai envie de découvrir, quels sont les critères importants et comment je vais choisir dans tel ou tel pays. Tout à fait. Et donc, en allant dans cette direction-là, je voudrais d'abord que tu te présentes un peu plus en détail quel a été ton parcours, qui est donc aujourd'hui un spécialiste de l'internationalisation de l'enseignement supérieur. Tu as été aussi un consul de l'ambassade de France en Israël. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et aussi qu'est-ce que c'est exactement internationaliser l'enseignement supérieur ? Alors, j'accompagne des universités, des grandes écoles sur leur internationalisation. Alors, concrètement, on travaille sur leur stratégie internationale, sur leur partenariat académique, sur le recrutement des étudiants internationaux, sur les relations avec les alumni aussi à l'international. Je travaille aussi sur l'organisation de voyages d'études. Donc, tout ce qui, dans l'université, dans la grande école, prend une dimension internationale. Mon parcours, il a finalement commencé en 1994, quand j'étais étudiant et que j'ai décidé de faire une mobilité Erasmus. Je suis allé à l'université de Leiden, aux Pays-Bas. C'était le tout début d'Erasmus. Erasmus est né en 1987, donc 87, 88, début des années 90, ce sont les premières générations, les chiffres n'étaient pas très élevés. Et d'ailleurs, je me souviens que même mes étudiants, mes camarades, se demandaient ce que j'allais faire en mobilité. Ils me disaient, mais tu ferais mieux de suivre des cours ici ou de faire un stage, ça sert à rien d'aller faire une mobilité. Mais j'ai fait ce choix-là et je crois que ça a inspiré la suite de mon parcours, puisque quelques années plus tard, je suis revenu à Sciences Po Paris où j'avais étudié pour travailler avec le directeur de l'époque, Richard Descoings, qui avait transformé Sciences Po par l'international. Et ça m'a beaucoup marqué dans mon parcours. J'ai continué, j'ai travaillé avec lui sur différents projets. Je me suis occupé des relations internationales pour toute la zone Maghreb et Moyen-Orient. Et puis, je suis parti ensuite à l'ambassade de France en Israël, où j'ai dirigé le service de coopération scientifique et universitaire. C'est
tout à fait intéressant le fait que tu parles de l'Erasmus à l'époque et de maintenant. D'après toi, quelle a été la tendance justement de la mobilité internationale ces dernières années, en 2024 également, et quelle serait-elle peut-être en 2025? Alors, ce qui est intéressant, si on regarde sur le temps long, c'est qu'on se rend compte que les étudiants qui partent faire des diplômes à l'étranger, c'est une tendance qui est en croissance. Quels que soient les aléas, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les crises, même avec le Covid, finalement, sur le moyen terme, on est toujours sur une croissance, même quand il y a des guerres, des conflits, on est sur une croissance du nombre d'étudiants qui partent étudier à l'étranger. Si on regarde les derniers chiffres, et j'encourage tout le monde à regarder ces chiffres qui sont intéressants, qui sont rassemblés par l'UNESCO, mais si vous allez sur le site de Campus France, par exemple, vous allez trouver des chiffres assez précis et des analyses. Les derniers chiffres de 2002, on voit qu'on a dans le monde quasiment 7 millions d'étudiants qui étudient à l'étranger. C'est une croissance sur 5 ans de 27%. C'est beaucoup. Et si on regarde sur 15 ans, c'est un chiffre qui a doublé. Pourquoi ? Pour deux facteurs. Le premier, c'est que le nombre d'étudiants dans le monde augmente. On est aujourd'hui à 256, presque bientôt 260 millions d'étudiants. Le deuxième facteur, c'est que la part des étudiants dans le monde qui vont à l'étranger augmente. On est aujourd'hui à 2,7% des étudiants dans le monde qui étudient à l'étranger. On était à 2% il y a une quinzaine d'années, donc cette part augmente. Ceci dit, ça veut dire aussi que 17,3% des étudiants étudient dans leur propre pays. Et donc cette part peut encore augmenter. Ça, c'est le premier constat sur le temps long. Ensuite, si on regarde un petit peu sur la période actuelle, ce qui est assez frappant, c'est que avant le Covid, il y avait un peu l'idée générale que plus on accueillait d'étudiants internationaux, plus c'était intéressant et plus finalement ça manifestait le rayonnement, l'influence, la puissance du pays. Parce qu'on regarde quels sont les pays où il y a le plus d'étudiants internationaux. Alors il y a les États-Unis en numéro 1, le Royaume-Uni en numéro 2. La France avait une position qui a un petit peu baissé. Aujourd'hui, on est 7e et on se disait, mais voilà, il faut qu'on soit dans le trio de tête. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des choix un peu plus politiques dans les différents pays et certains pays commencent à mettre un peu plus de barrières pour différentes raisons. Au Canada, par exemple, il y a eu tout un enjeu autour du marché immobilier. Ils se sont rendus compte que le fait d'avoir beaucoup d'étudiants internationaux rendait le marché immobilier assez tendu, augmentait les loyers. Donc ils se sont dit, mais il faut qu'on réduise le nombre d'étudiants internationaux. Aux Pays-Bas, il y a tout un enjeu autour de la langue du néerlandais, du flamand, parce qu'il y a eu énormément de formations en anglais qui ont été créées. Et il y a une position politique de dire, mais il faut qu'aujourd'hui, on défende aussi notre langue nationale et qu'on limite le nombre de formations en anglais. Donc aujourd'hui, on a quelques pays comme ça qui ne vont pas baisser drastiquement, mais qui mettent peut-être un peu plus de limites. C'est le cas aussi en Australie, qui augmente les frais de visa. Donc il y a quelques pays comme ça. À l'opposé, il y a des pays qui restent sur l'envie d'accueillir des étudiants internationaux. Et en particulier, on peut citer la France, qui affirme un objectif d'accueillir 500 000 étudiants en 2027. Alors, c'est un sujet de débat en France, parce qu'on dit, mais les étudiants étrangers sont des immigrés, et parfois on a des personnes qui veulent limiter l'immigration en France, mais on a quand même toujours une majorité de personnes qui disent accueillir des étudiants étrangers en France, c'est une richesse. En Allemagne aussi, on a un engagement très positif du gouvernement, notamment pour des raisons économiques et de marché du travail. C'est que l'Allemagne considère qu'elle a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée pour son économie et que cette main-d'œuvre, elle vient aussi par les étudiants étrangers qui viennent se former en Allemagne et qui vont rester en Allemagne. D'accord. Et justement, c'est très intéressant la comparaison entre les différents pays que tu es en train de faire. Et je voudrais creuser davantage sur l'Allemagne, la France et la Belgique, justement, comment se positionnent ces pays comparés aux autres pays. Donc, a priori, tu as commencé un peu à dire qu'ils font des efforts dans ce sens. Sont-ils attractifs pour autant du point de vue des étudiants ? Oui, alors c'est vrai que quand on regarde la France, l'Allemagne, la Belgique, je pense que d'abord, on peut dire que pour la France et pour l'Allemagne, il y a un vrai enjeu, il y a une vraie volonté, et donc on se donne les moyens. Donc ce sont deux pays qui ont deux grosses agences pour promouvoir les études dans leur pays et attirer des étudiants étrangers. En France, on a Campus France, en Allemagne, on a le DAAD. Ce sont deux agences qui s'engagent, qui sont présents dans le monde entier. Il y a des espaces
Campus France dans le monde entier pour être au plus près des étudiants, les informer, les conseiller, les orienter, les accompagner, etc., etc. La Belgique le fait moins, mais c'est aussi que la Belgique, c'est un plus petit pays. La Belgique, c'est une dizaine de millions d'habitants, alors qu'en France, on est à 60-70 millions, en Allemagne, peut-être 80 millions. Donc, il n'y a pas non plus la même capacité. Peut-être qu'en Belgique, c'est un sujet aussi moins politique, il y a moins d'enjeux. De se dire il faut qu'on soit dans le pelon de tête de l'accueil des étudiants internationaux, mais en France et en Allemagne, cet effort est extrêmement important. Ensuite, il y a ce qui se passe dans les établissements, dans les universités, dans les grandes écoles, et là, on voit des choses très différentes. Quand on regarde ce qui se passe en France, on a beaucoup d'étudiants étrangers dans les universités, sans que forcément elles fassent beaucoup d'efforts. Elles investissent peu dans la promotion, le marketing, mais pour autant, elles sont connues, attractives. En revanche, on va avoir des écoles de commerce, par exemple, qui sont beaucoup plus actives parce qu'elles sont sur un marché mondial. Et aujourd'hui, tu demandais tout à l'heure, c'est quoi l'internationalisation de l'enseignement supérieur ? Un des aspects de l'internationalisation, c'est que l'enseignement supérieur est totalement mondialisé et les étudiants sont mobiles. Alors, on peut le prendre sous l'angle de la coopération et de se dire c'est important pour nous d'accueillir des étudiants qui viennent de telle ou telle région, d'Afrique, d'Asie du Sud, etc. Dans les écoles de commerce, on est plus sur une logique compétitive. Et on veut attirer les meilleurs étudiants du monde entier et donc elles vont investir énormément dans des actions de marketing. Ensuite, excuse-moi, je ne vais pas couper Sébastien, mais il y a quelque chose de très intéressant dans ce que tu venais de dire. Si je suis aujourd'hui étudiant qui aimerait venir en France, qu'est-ce que je dois faire dans le cadre de Campus France, justement ? Alors, Campus France, c'est assez spécifique à la France d'avoir cette agence d'information. Donc, quand on va sur le site de Campus France, on trouve beaucoup d'informations. On a un moteur de recherche, on peut chercher aussi les formations en anglais. Donc, on va trouver toute l'offre de l'enseignement supérieur en France. On va trouver beaucoup de renseignements, d'informations sur comment candidater, comment préparer son séjour, comment prendre conscience des difficultés auxquelles on peut être confronté, la question du logement, la question du coût de la vie, etc., etc. Et puis ensuite, localement, dans les pays, il y a des espaces Campus France. Donc effectivement, moi, quand j'étais attaché de coopération scientifique et universitaire à l'ambassade de France en Israël, j'avais à la fois une mission de coopération scientifique, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des recherches qui soient menées entre chercheurs, entre institutions françaises et israéliennes, pour développer la recherche ensemble. J'avais une mission autour de la coopération académique, c'est-à-dire favoriser les échanges, les mobilités courtes, les doubles diplômes, etc. Et j'avais cette mission avec Campus France, d'attirer des étudiants internationaux en France. Et donc, dans chaque pays, il y a ces espaces Campus France. Vous pouvez aller poser des questions, demander des conseils. Et puis, dans ces espaces Campus France, vous avez aussi souvent des réunions d'information. Si je donne un exemple, en Israël, on faisait des réunions spécifiques sur les études dans le domaine du management, les études d'ingénieurs, les études en sciences politiques. Et on se déplaçait aussi beaucoup. On allait dans des lycées, dans des établissements d'enseignement supérieur pour rencontrer les étudiants. Et d'ailleurs, Campus France est aussi responsable d'animer le réseau France Alumni, qui est le réseau de tous ceux qui ont étudié en France et qui sont dans les différents pays. Et donc, moi, j'encourage toutes les étudiants qui envisagent d'étudier en France à profiter de cette offre, de cet accompagnement que propose Campus France. Je parlais des alumni, c'est aussi une ressource de pouvoir être mis en relation avec des alumni, d'aller discuter avec des étudiants de son pays qui sont allés étudier en France et de tirer profit de leur expérience. Tout à fait. Maintenant, je voudrais revenir sur les universités, les écoles aujourd'hui. D'après toi, quels sont les efforts qu'ils font pour se rendre justement attractives en termes de qualité de programme, en termes peut-être aussi de diversité des programmes qu'ils proposent pour attirer les différents étudiants internationaux? Alors, on voit des positionnements, des stratégies très différentes, mais on constate qu'il y a effectivement beaucoup d'écoles qui font beaucoup d'efforts pour accueillir et attirer des étudiants internationaux. La première question, c'est de réfléchir sur son offre. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les universités, les écoles concevaient leur offre académique pour les étudiants français. Mais aujourd'hui, beaucoup se disent, mais il faut peut-être que j'ai une offre qui réponde à des demandes, à des souhaits des étudiants internationaux qui peuvent être différents de mes étudiants nationaux. Et donc, par exemple, on va se dire, mais peut-être que sur des enjeux de développement durable, c'est un sujet qui va beaucoup intéresser les étudiants internationaux. Donc, je vais essayer de développer une offre de formation dans ce domaine. Ou alors des formations aux frontières entre le business et la tech, le business et l'IA, les data. Donc, je vais développer une offre parce que je pense qu'elle répond
à des demandes, à des besoins des étudiants du monde entier, parce que ça correspond aussi aux besoins des économies des différents pays dans le monde. Et puis il y a la question de la langue. C'est-à-dire que en France, traditionnellement, les formations étaient en français. À partir du moment où on se dit « je veux développer une formation attractive », on passe à l'anglais. Alors, il y avait une époque où on disait « j'ai une formation en français, je vais proposer la même chose en anglais ». Mais maintenant, dans un certain nombre de cas, on se dit si j'ai une nouvelle formation, je la propose uniquement en anglais. Elle va attirer des étudiants internationaux, mais ça sera aussi extrêmement intéressant pour les étudiants français d'étudier en anglais avec des étudiants internationaux. Et puis le point que je voudrais rajouter, c'est aussi que beaucoup d'établissements font de très gros efforts pour toujours améliorer l'accueil des étudiants internationaux. Parce qu'on sait que c'est pas facile d'être un étudiant, d'arriver dans un pays qu'on ne connaît pas très bien et d'être confronté à des questions administratives, de titre de séjour, trouver un logement, trouver une banque, trouver un opérateur téléphonique, prendre son abonnement Internet, nouer des relations, se faire des amis, etc. Et c'est là où beaucoup d'universités, beaucoup d'écoles s'engagent beaucoup plus aujourd'hui pour faire en sorte que les étudiants aient toutes les informations, que les étudiants aient un guichet unique, que les étudiants soient accompagnés, que des étudiants de l'établissement jouent un rôle de buddy et puissent aussi aider les étudiants qui arrivent. D'ailleurs, Campus France a mis en place ce qu'on appelle le label Bienvenue en France, qui est une grille pour aider les universités et les grandes écoles à mettre en place et toujours à améliorer tout ce dispositif d'accueil des étudiants internationaux. Alors là, je parle de la France, mais on le voit aussi en Allemagne ou en Belgique. Il y a un effort, je crois, aujourd'hui plus important qu'il y a 10 ans dans l'accueil des étudiants internationaux. Oui, tout à fait. C'est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, en continuant dans cette diversité des formations et des qualités des programmes que les écoles proposent, je voudrais m'intéresser un peu aux différents pays, l'Allemagne, la Belgique et la France. Aujourd'hui, d'après toi, quelles sont la spécialité, je dirais peut-être quel type de formation se trouve davantage en France, en Allemagne et en Belgique. Si par exemple je vais étudier l'ingénierie plus technique, où est-ce que je devrais plus aller, ou peut-être dans le commerce ou l'art. Quelles sont tes pensées sur ça? Je crois que ce qui est intéressant, c'est de regarder la diversité de l'offre. Si on prend le management, si on se dit je veux aller dans les meilleures écoles. Alors, on peut regarder les classements, prendre le classement du Financial Times, par exemple, qui fait un classement des 100 meilleures business schools en Europe. Bon, on va voir que les 2 premières sont françaises, l'INSEAD et HEC. Que sur les 8 premières, il y a 5 françaises. Et que dans les 100 premières, il y a 27 écoles françaises. Donc, très clairement, la France, je dirais, domine le classement des meilleures écoles de commerce en Europe. Mais en même temps, dans ces 100, il y a aussi, de mémoire, je crois, 7 écoles allemandes. Il y a Mannheim Business School, par exemple, qui est aussi une très bonne école. Il y a 5 Belges. Donc, vous pouvez aller à Solvay à Bruxelles, vous pouvez aller à la School of Management de l'Université catholique de Louvain. Donc si on se dit, je veux la toute meilleure, effectivement, on peut se dire, je vais peut-être aller vers les toutes meilleures françaises. Mais après, on peut trouver aussi des écoles de très bon niveau. Et on a des écoles aussi très différentes. C'est-à-dire que en Belgique, on a un système à la fois d'université et de ce qu'on appelle les hautes écoles, qui sont des écoles beaucoup plus pratiques, c'est-à-dire beaucoup moins théoriques. Le corps professoral ne sont pas des universitaires qui font de la recherche, ce sont des praticiens ou d'anciens praticiens qui viennent enseigner. D'ailleurs, j'étais cette semaine avec un groupe d'étudiants de l'EFEC, une haute école belge, avec des étudiants en marketing, en e-business, en international business, et qui trouvent des formations qui correspondent à leurs besoins. Et je pense que la question clé, c'est qu'est-ce qui me correspond. Je parlais des étudiants de l'EFEC, j'ai discuté avec une étudiante marocaine qui me disait, moi je suis d'abord allé dans une université belge et je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas. Et ensuite, je suis parti à l'EFEC et là, ça m'a correspondu beaucoup plus parce que l'encadrement est beaucoup plus proche. Les professeurs sont beaucoup plus disponibles. Donc, il n'y a pas d'établissement qui est meilleur en soi. Je ne pense pas qu'il y ait de pays qui soit meilleur en soi. Par contre, il faut bien réfléchir à ce dont on en a besoin et aussi quel est son projet d'avenir. Parce que la question, c'est qu'est-ce que je veux faire après mes études. Est-ce que je veux retourner dans mon pays ? Et il y a des études qui montrent que
peu près 50% des étudiants qui partent étudier à l'étranger reviennent dans leur pays d'origine. Est-ce que je veux rester et commencer ma carrière dans le pays où j'ai fait mes études? Et là, on est sur des chiffres à peu près de 35%. Ou alors, est-ce que je veux partir dans un autre pays? Et là, on arrive à peu près 15%. Donc, effectivement, si je me dis, je veux aller étudier en Europe et j'ai envie de commencer ma carrière, ma vie dans le pays où j'ai étudié, la question, elle est plus là. Est-ce que je veux vivre en France, vivre en Belgique, vivre en Allemagne? Quelle est la carrière qui m'intéresse? Si je veux travailler dans l'industrie automobile, peut-être que je me dirais, je vais aller chez Volkswagen ou BMW ou Audi en Allemagne. Donc, pour moi, la question du pays, c'est pas tant la formation en tant que telle et se dire telle formation sera meilleure dans tel pays, mais plutôt quel est mon projet. Et d'ailleurs, quand on interroge aussi les étudiants sur finalement quel est le critère déterminant, on est souvent sur le pays à peu près à 30%. Mais finalement, ce qui est le plus déterminant, c'est les 70 autres pourcents, c'est-à-dire le fait d'avoir choisi tel programme ou telle université pour aller étudier. D'accord. Est-ce qu'on a aujourd'hui une idée, peut-être statistique, des recherches qui auraient pu démontrer les taux de réussite en fonction du programme ou des pays, ou on ne sait pas aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si on a des taux de réussite, mais encore une fois, je pense qu'il y a une question qui est quel type d'établissement va me correspondre le plus, et avec souvent une question centrale qui est celle de la langue. Tu me posais tout à l'heure la question de qu'est-ce que je conseillerais à ma fille, oui. Et pour moi, c'est une question délicate parce que moi, j'ai plutôt envie de lui dire va étudier en anglais. Parce qu'aujourd'hui, quelle que soit ta carrière, que tu sois ingénieur, chercheur, manager, tu as besoin de maîtriser l'anglais. Mais en même temps, pour un certain nombre d'étudiants, d'élèves qui sortent du baccalauréat, qui ont 18 ans, le fait de cumuler à la fois le fait de partir à l'étranger et en plus de devoir étudier dans une autre langue que sa langue maternelle, c'est un sacré défi. Oui. Et donc, peut-être que faire des études à l'étranger en français, en tout cas dans sa langue maternelle, c'est un petit peu plus simple. Ce qui veut dire qu'effectivement, si je prends l'exemple de ma fille, ça veut dire pourquoi pas aller en Suisse ou en Belgique. La Belgique, c'est la première destination des étudiants français. Il y a à peu près 100 000 Français qui étudient à l'étranger. Sur les 100 000, on en a 20 000 en Belgique. Et après, beaucoup d'étudiants français sont en Suisse ou sont au Canada francophone, principalement le Québec. Donc on voit bien que quand on part étudier à l'étranger, c'est vrai que être à l'aise par rapport à la langue, c'est un facteur de réussite. Oui, on est d'accord. Parce que partir à l'étranger, c'est sortir de sa zone de confort, c'est être peut-être avec des modèles pédagogiques un peu différents, des modalités d'apprendre un peu différents. Donc, le fait de rajouter cette difficulté de la langue peut être un défi. Si on est à l'aise, je pense qu'il faut se lancer. Si on pense que ça peut être une difficulté, commencer par étudier dans un environnement francophone peut beaucoup aider. Tout à fait. Tu as parlé un peu de débouchés et de projets d'avenir pour les étudiants en mobilité à prendre donc en considération effectivement. Je voudrais approfondir un petit peu en termes d'opportunités aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Europe, la France, l'Allemagne et la Belgique proposent en termes d'opportunités professionnelles si j'ai envie d'aller étudier dans tel ou tel pays, mais qu'effectivement j'essaie de réfléchir à mon projet professionnel. Est-ce qu'aujourd'hui on fait le poids en termes d'opportunités? Oui, on fait le poids, et encore une fois, je dirais que l'Europe, en fait, offre des opportunités. D'ailleurs, quand on regarde les étudiants qui partent à l'étranger, on constate que 48% des étudiants, je parlais tout à l'heure de 6,9 millions d'étudiants en mobilité dans le monde, sur ces 6,9%, 48% vont dans un pays européen. Alors ça inclut des étudiants qui vont d'un pays européen vers un autre pays européen, mais beaucoup viennent d'autres pays que l'Europe, et ça montre l'attractivité de l'Europe. Parce qu'effectivement, il y a en Europe des opportunités professionnelles, et donc on va trouver ces opportunités, et ce qui est, je pense, important, c'est de se demander comment je vais préparer mon insertion professionnelle. Et donc ça veut dire d'abord de se renseigner sur les débouchés, c'est-à-dire de voir quels sont les débouchés des étudiants, et notamment des étudiants internationaux qui étudient dans ces pays. Quel est l'accompagnement dont je peux bénéficier? C'est-à-dire que est-ce que cette école ou cette université a un service carrière qui va m'aider, qui va m'accompagner? Quel est aussi le réseau alumni? C'est-à-dire qu'une carrière aujourd'hui se construit beaucoup sur un réseau, et un des réseaux très forts, c'est le réseau des alumni
de l'université ou de l'école qu'on a créée. Et donc, quel est le réseau de cette école? Et beaucoup d'écoles veulent travailler sur leur réseau. Moi, c'est une mission que je fais. J'ai travaillé une fois avec le STP, une école d'ingénieurs vraiment spécialisée sur la construction. Et on travaillait sur leur réseau alumni à l'international, parce qu'une des questions, c'est comment le réseau alumni va aider à l'insertion professionnelle des étudiants. Donc, je pense que on va trouver des opportunités en Allemagne, en France, en Belgique, mais qu'il faut regarder comment on pourra en tirer le plus profit avec l'aide de l'école. Parce que c'est vrai que parfois, si on va dans une université où on n'a pas cet accompagnement, on n'a pas de service carrière, il n'y a pas de réseau alumni, on peut être un peu plus en difficulté pour trouver un emploi ou pour trouver un stage. La question des stages est très importante aussi, de voir dans quelle mesure l'école, par exemple, ou l'université propose des stages pour les étudiants ou aide les étudiants à trouver des stages. Une chose que j'ai trouvée et que j'ai expériencée personnellement aussi, c'est le système de l'alternance en France. En termes de débouchés, j'ai trouvé pas mal d'étudiants qui ont été recrutés suite à la fin d'études. Ils ont passé 1 an dans l'entreprise, ils maîtrisaient le poste, ils ont l'expérience et puis ils ont fait leurs preuves, on va dire. Donc, je ne sais pas si ça existe en Allemagne ou en Belgique. Ça existe, alors sous des formes un peu différentes, mais je pense que c'est plus marqué en France. Effectivement, on a beaucoup de formations en alternance, ce qui veut dire qu'on va être en alternance entre l'école, on va suivre des cours, et l'entreprise. Et on a ces possibilités aussi bien dans des formations de management que d'ingénierie, que d'autres domaines. L'intérêt aussi, c'est qu'il va y avoir un financement de la formation par l'entreprise, ce qui est un point important, et on va toucher un salaire. Donc en termes de financement de ces études, c'est aussi extrêmement intéressant. Et on rentre dans le marché du travail, c'est-à-dire que on travaille pour une entreprise sur un temps long, et on voit que beaucoup d'étudiants à la fin de l'alternance peuvent rentrer dans l'entreprise, ou alors ils vont partir ailleurs. Mais ce point-là est très important. Si on regarde les écoles d'ingénieurs en France, par exemple, une école d'ingénieurs avec qui je travaille, qui s'appelle CESI, et ils font beaucoup d'alternance, et surtout ils sont au plus près du marché du travail. C'est-à-dire qu'ils ont 25 campus en France, et ils travaillent avec les entreprises, pas que les grandes multinationales, mais les PME de chaque territoire où ils sont implantés. Et ça permet aux étudiants de s'insérer dans un environnement économique et de s'inscrire ensuite dans des contrats de travail et une insertion professionnelle. D'accord. Je me mets à la place de ceux qui nous regardent, et si j'entends cette explication, la question qui me vient tout de suite, c'est d'accord, mais comment je peux m'informer sur quel pays ou quelle école propose ces différentes possibilités, c'est-à-dire les stages, les alternances, les alumni, ce que tu viens de dire. Si je suis étudiante aujourd'hui à l'international, comment je peux accéder à ces informations? Alors, ces informations, il faut, c'est vrai, les chercher un peu établissement par établissement. Mais ce qu'on peut dire, c'est que en France, dans les grandes écoles, donc qu'on soit en grandes écoles de commerce ou grandes écoles d'ingénieurs, ça fait partie de la philosophie et de l'ADN des écoles, globalement. D'avoir une offre qui est très connectée au marché du travail, avec beaucoup d'entreprises qui sont en relation avec l'école, avec des périodes de stage qui sont obligatoires, et avec des services pour aider les étudiants à trouver un stage ou à trouver une alternance. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises elles-mêmes vont proposer un stage. Moi, pour mon entreprise, je viens de déposer une offre de stage, par exemple, dans des écoles de mon environnement. J'habite à Grenoble, je suis basé à Grenoble, mon entreprise est à Grenoble, donc j'ai proposé une offre de stage. Donc il y a cette proximité avec le monde de l'entreprise qui est important. Et ça, on va le retrouver aussi en Allemagne et en Belgique. Mais c'est vrai que en France, on a un petit peu cette spécificité et cette identité propre aux grandes écoles. D'accord. Je voudrais maintenant parler de tout ça, mais en termes de tendance ces dernières années. D'après toi, les opportunités d'emploi, est-ce que ça a forcément influencé les études, la mobilité internationale, ou c'est aujourd'hui que les écoles réfléchissent à cela? Je pense que c'est une question que se posent de plus en plus les grandes écoles et les universités, beaucoup autour de la question de la langue. Oui. C'est-à-dire que on a développer beaucoup d'offres de formation en anglais pour attirer des étudiants non francophones.
Et on se rend compte que si on vient étudier en France ou en Allemagne ou en Belgique, qu'on ne parle pas la langue du pays, on peut très bien réussir ses études. Par contre, au moment de trouver un emploi, on peut être un petit peu en difficulté parce que des entreprises voudront recruter quelqu'un qui parle parfaitement français ou allemand. Bon. J'ai l'impression que peut-être qu'en Allemagne, c'est un peu moins compliqué. C'est-à-dire que peut-être qu'en Allemagne, il y a des entreprises très internationales qui considèrent que si vous parlez très bien anglais, ça vous permet de vous insérer dans une équipe internationale. Et qu'en France, on est encore un peu plus frileux à se dire on peut faire toutes nos réunions en anglais si on en a besoin. Mais en tout cas, les écoles, les universités se posent cette question et se disent aussi il faut que je sois en mesure d'accompagner un étudiant qui ne parlerait pas parfaitement le français ou l'allemand si on est en Allemagne, pour l'aider à trouver un emploi dans le pays ou peut-être ailleurs. Il y a beaucoup aussi d'étudiants qui viennent étudier en Europe et qui après vont commencer leur carrière aux États-Unis. Et ce qui est bien aussi, parce que ça fait un beau parcours. Et donc, c'est là où des écoles font peut-être aujourd'hui un peu plus d'efforts pour se dire, ces étudiants-là, je leur ai proposé de venir, donc j'ai aussi une responsabilité de les aider dans la réinsertion professionnelle qui peut passer par des débouchés professionnels en dehors de mon pays. Et en t'écoutant, ça me rappelle une conversation que nous avions eue hier. Le fait est que du côté des étudiants, il est vrai qu'on imagine très rarement que les écoles ou les pays font en fait énormément d'efforts pour aller chercher les étudiants, en tout cas les bons étudiants qui matchent avec leurs critères. Tandis que du côté des étudiants, l'effort est également assez compliqué. Est-ce que tu peux parler un peu de ces efforts et des stratégies? Exactement. Et tu dis match, c'est bien ça. Il faut que ça matche entre l'école ou l'université et l'étudiant. Et les étudiants qui veulent partir étudier en Europe sont parfois très stressés. Ils ont peur de pas trouver, de ne pas être pris, etc. Mais du côté des établissements, il y a aussi un petit peu cette pression. C'est-à-dire qu'il y a des établissements qui ont des objectifs très ambitieux d'accueillir des étudiants internationaux. Et j'encourage les étudiants, d'ailleurs, à se poser cette question, à se dire, mais là, je m'intéresse à une école, pourquoi elle veut des étudiants internationaux? Bon. Et la réponse ne sera pas toujours la même. Tu as des pays où tu as un gros enjeu démographique. Je parlais du Canada tout à l'heure pour dire que il y avait un peu en ce moment une volonté de limiter le nombre d'étudiants internationaux au niveau gouvernemental. Mais dans les universités, parfois, tu as une formation où tu sais que pour qu'elle puisse exister, pour être équilibrée économiquement, il te faut 30 étudiants. Bon. Or, ton marché domestique, tes étudiants nationaux, tu en envoies 20. Donc, si pour pouvoir maintenir ta formation, tu as besoin de trouver 10 étudiants. Donc, tu vas les chercher à l'étranger. Parfois, c'est une question de niveau des étudiants. C'est-à-dire que tu as des écoles qui vont dire, moi, je veux les meilleurs étudiants. Et donc, je vais en trouver dans mon pays. Mais si je considère que les étudiants suivants de mon pays sont pas assez bons, je vais les chercher à l'étranger. Tu as des établissements qui vont se dire, moi, je veux que mes étudiants nationaux prennent conscience de ce qu'est le monde aujourd'hui. Et je veux qu'ils étudient dans un environnement international et multiculturel, même s'ils restent dans mon pays. Et donc, le fait de faire venir des étudiants étrangers, ça crée cette atmosphère multiculturelle qui fait que je forme des futurs citoyens, des futurs professionnels qui seront capables de travailler dans un environnement mondialisé. Et puis, tu as des écoles qui considèrent que c'est une ressource. Parce qu'on fait payer les étudiants étrangers peut-être beaucoup plus cher que les étudiants français, donc c'est du business. Donc en fait, chaque école a des objectifs, ou en tout cas des motivations, des raisons pour recruter des étudiants qui sont un petit peu différentes. Et ensuite, quand elles ont des besoins ou quand elles ont des objectifs, elles ont cette pression de se dire, est-ce que je vais réussir? Parce que la compétition est forte aussi. Entre pays, entre systèmes d'enseignement supérieur pour aller trouver les meilleurs des étudiants. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une diversification des outils de recrutement. C'est vrai que avant, traditionnellement, on avait le salon étudiant qui se faisait en présentiel. Ça s'est arrêté avec le Covid. On est passé à des salons en virtuel. On s'est demandé après le Covid finalement si on allait être dans cette digitalisation absolue, mais finalement on revient un petit peu aussi au salon en présentiel. Mais en même temps, on a aussi beaucoup d'outils en ligne. Beaucoup d'écoles organisent des journées portes ouvertes. Alors les journées portes ouvertes, l'idée c'est qu'on ouvre les portes de l'école. Donc au début c'était plutôt pour les étudiants de notre environnement immédiat. Mais aujourd'hui on fait des journées portes ouvertes
numérique. Donc en fait, regardez sur les sites internet des écoles qui vous intéressent, elles vont organiser des journées portes ouvertes où vous allez pouvoir peut-être assister à un cours, rencontrer un étudiant, discuter avec un alumni, etc., etc. Et il faut en profiter. Vous avez des écoles aussi qui maintenant vont en fait présenter leur offre sur des grandes plateformes. Vous avez quelques grandes entreprises comme Study Portal par exemple qui rassemblent une grande quantité d'offres de formation avec des moteurs de recherche, etc. Et donc vous pouvez aller sur cette plateforme en disant je cherche une formation en management avec telle spécialité dans tel ou tel pays. Et vous pouvez mettre plusieurs critères et ils vont vous dire voilà les offres qui existent. Après elles vont faire du marketing digital. Elles sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux et sur TikTok. Et donc, il y a cette diversification. Et je crois que peut-être la tendance actuelle, c'est aussi d'aller vers plus d'authenticité. Parce que, voilà, une école, quand elle veut recruter, elle a un discours un peu institutionnel. Il y a des salariés qui sont des commerciaux, finalement, et qui vont peut-être, si vous laissez vos coordonnées, elles vont vous rappeler, essayer de vous convaincre. Et les étudiants cherchent de l'authenticité. Et pour proposer cette authenticité, vous avez beaucoup d'établissements qui proposent de mettre les étudiants qui se renseignent sur une école en relation avec leurs propres étudiants. Donc ils ont des étudiants qui deviennent un peu leurs ambassadeurs, mais qui discutent directement. Ou alors, c'est aussi la possibilité de discuter avec des alumni. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles où si vous leur dites, voilà, moi je suis un étudiant marocain et je m'intéresse à votre école, elle va vous dire, mais tu sais qu'au Maroc, on a une communauté d'alumni et je te donne les coordonnées de l'animateur de ce réseau alumni, contacte-le et tu pourras peut-être le rencontrer et il te parlera de son expérience. Voilà. Donc on a cette diversification des outils et avec, je pense, cette double tendance à la fois de la digitalisation, mais en même temps aussi de l'humain et de l'authenticité. Et dans les écoles, il y a un suivi très précis de toutes les étapes. C'est-à-dire qu'au départ, elles savent que les étudiants commencent à se renseigner, donc elles vont essayer de les toucher pour que l'étudiant se dise tiens, cette école, pourquoi pas. Et puis ensuite, elles vont rentrer dans une relation un peu plus directe pour que l'étudiant candidate. Et il peut être admis dans plusieurs établissements. Donc finalement, parfois, je dirais le rapport de force s'inverse un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a un étudiant qui est admis peut-être dans 3 établissements. Et là, ce sont les 3 établissements qui vont se battre pour qu'ils viennent chez eux. Et donc, ils vont continuer ce suivi. Et d'ailleurs, la difficulté, c'est que parfois, des étudiants choisissent au dernier moment. Alors, pour garantir que l'étudiant vient, beaucoup d'écoles demandent que l'étudiant paye, ou en tout cas paye un acompte ou un premier versement. Et on se rend compte qu'il y a même des étudiants qui vont payer un premier versement dans 2-3 écoles en se disant « je vais décider au dernier moment ». Et donc, pour les établissements, il y a cette attention tout au long de ce parcours des étudiants à être en relation pour essayer de le convaincre de venir chez elle. Donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que au cas où, je pense surtout à ceux qui ont fait, par exemple, une première année, une deuxième année et que ça n'a pas matché puisque ça n'a pas fonctionné. L'échec, en fait, je dirais, c'est de 2 côtés. C'est pas que du côté de l'étudiant qui prend un peu sur la confiance en soi et se dire, voilà, j'ai raté ma première année. Mais en fait, c'est aussi du côté de l'école qui a fait autant d'efforts et qui a investi autant et que finalement, personne ne gagne dans ça. Mais comme l'exemple que tu prenais auparavant de ton étudiante marocaine, il est toujours possible de rebondir. Oui, et c'est vrai que tu as raison de dire que beaucoup d'écoles investissent. Oui. C'est-à-dire que des campagnes marketing, c'est un investissement. Et ce qu'elles recherchent, c'est le bon match. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des écoles qui maintenant ont des stratégies de marketing un peu inversées, en disant, si tu cherches tel type d'école, ne viens pas chez nous. Parce que il faut que ça matche. Oui. Et donc, il faut pas que l'étudiant soit en difficulté. Alors, le sujet, ça peut être une question de niveau. Donc, effectivement, si on veut aller à HEC ou à l'école polytechnique, on sait que l'exigence va être très élevée. Et donc, il faut que ça colle. Ça peut être une façon d'étudier. Parce qu'on est parfois dans des universités où il y a énormément d'étudiants et on n'a pas cette proximité avec le professeur. Il y a des étudiants qui sont très à l'aise parce qu'ils seront très autonomes, d'autres qui seront moins à l'aise et qui préféreront être dans des petits groupes, des petites classes. Mais en tout cas, effectivement, il faut bien se rendre compte que du côté des écoles, du côté des établissements, on a cette même interrogation de se dire est-ce que je vais réussir à bien intégrer mes étudiants ? Et c'est une responsabilité. C'est-à-dire que à partir du moment où une école
t'accepte, son rôle, c'est de faire en sorte que tu réussisses. Donc c'est extrêmement important de bien voir ce besoin de matcher, comme on disait tout à l'heure, entre le projet de l'étudiant et le projet de l'école. Maintenant, est-ce que si tu as des conseils, avec tout ce qu'on s'est dit, en termes de pays, en termes d'opportunités, en termes aussi de diversité des formations, et puis donc de prendre en compte peut-être notamment la langue et autres critères, quels conseils donnerais-tu à un étudiant aujourd'hui qui hésite entre différents programmes, qui hésitent entre l'Allemagne, la France ou la Belgique, puisque ça arrive d'être vraiment dans le flou et de ne pas savoir comment, mais il faut avancer. Comment avancer? Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est de bien définir ce qui est important pour soi. Est-ce que je veux la meilleure université, la meilleure école possible? Et donc, je vais candidater à HEC, à Mannheim Business School ou à Solvay à Bruxelles. Est-ce que je veux être dans une très grande université ou dans une petite université? Est-ce que je veux être dans la capitale, à Paris ou à Berlin ou à Bruxelles, qui sont des grandes villes multiculturelles, avec une vie active, beaucoup d'opportunités sur le plan culturel? Ou est-ce que je veux être dans une ville plus petite, en province, peut-être avec un cadre de vie plus tranquille, peut-être aussi avec un coût de la vie qui est un petit peu moins cher? Est-ce que je veux être dans une université très internationale? Et parce que vous avez des établissements où vous avez, si on prend les moyennes, en France on est à 13% d'étudiants internationaux, en Allemagne on est à 14%, mais en même temps vous avez des disparités. C'est-à-dire que je parlais des écoles de commerce qui font énormément d'efforts, dans la plupart des écoles de commerce françaises on est entre 35 et 50-55% d'étudiants internationaux. En Belgique d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la moyenne c'est 21% d'étudiants internationaux. Alors c'est vrai qu'en nombre absolu, la Belgique est derrière. C'est-à-dire que quand on regarde quels sont les grands pays qui accueillent en Europe, on a l'Allemagne qui est devenue 3e pays au monde, la France qui est 7e et la Belgique est loin derrière. Mais en pourcentage, parce que c'est un petit pays la Belgique, en pourcentage, 21%, en tout cas si je regarde la Belgique francophone, 21% des étudiants sont internationaux. Voilà. Donc, est-ce que j'ai envie d'être plutôt immergé dans la culture locale? Et donc, ce que je veux, c'est être avec des Français ou des Belges ou des Allemands. Ou est-ce que je vais être dans un environnement très international? Donc, il faut se poser toutes ces questions. Est-ce qu'il y a des valeurs qui comptent pour moi? En termes de développement durable, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des écoles qui font beaucoup d'efforts pour avoir une politique de développement durable. Et donc, si je considère que ça fait partie de mes valeurs, eh ben, j'aurais peut-être envie d'aller dans une école qui est comme ça, ou en termes d'inclusion. Donc, il y a toute une série de questions à se poser. Il y a la question financière, de se dire quel est le coût des études. Alors, c'est vrai qu'une des forces de l'Europe aussi, on parlait tout à l'heure d'attractivité, c'est que, globalement, les études ne sont pas très chères. C'est-à-dire que ce soit la France, l'Allemagne, la Belgique, on est sur quelques milliers d'euros pour des étudiants internationaux. Alors que si on va aux États-Unis, on va être sur des dizaines de milliers d'euros, ou si on va au Royaume-Uni. Mais il faut regarder quel est le montant des droits de scolarité, parce que il y a aussi des écoles qui peuvent être privées où les montants de droits de scolarité seront plus élevés. Est-ce que je peux accéder à des bourses, et quel est le coût de la vie? Parce que si je compte le logement, la nourriture, les transports, aller au cinéma de temps en temps, on va arriver à un budget qui sera autour de 1 000 euros, grosso modo, qu'on soit en Belgique, en Allemagne, en France, on est sur des montants à peu près similaires. Voilà. Donc, il faut se poser toutes ces questions. Je parlais tout à l'heure de service carrière, donc de se dire, je regarde quels sont les débouchés, mais aussi, est-ce que pour moi c'est fondamental? Parce que si je me dis, je veux aller étudier en France ou en Allemagne ou en Belgique, mais après revenir dans mon pays, la question est très différente de celui qui veut rester dans le pays. Parce que les motivations des étudiants internationaux sont très diverses. Certains sont très centrés sur leur carrière, d'autres sont plus sur un projet personnel ou sur un projet intellectuel. Donc, encore une fois, pour moi, qu'est-ce qui est le plus important? La question de la langue qu'on évoquait. Et à partir de là, je vais pouvoir regarder, me renseigner et comparer. Et ce que je veux rajouter, c'est que pour se renseigner, on parlait d'humain tout à l'heure, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de discuter avec des gens qui l'ont expérimenté. Parce que c'est vrai que on a plein de beaux sites internet qui vont vous expliquer que tout est formidable, qu'on vous accueille parfaitement bien, mais on ne se rend pas toujours compte
réellement des enjeux, des difficultés auxquelles on peut être confronté. Donc moi, je pense que le mieux, c'est de pouvoir discuter avec des étudiants qui sont passés par là, soit des étudiants qui sont actuellement dans l'université, soit des alumni. Alors là, il y a un peu deux façons de faire. Soit l'établissement l'a compris, je l'évoquais tout à l'heure, et certains proposent spontanément. Et on peut choisir d'ailleurs par nationalité. On va te dire, tu es sénégalais, tu veux étudier en électromécanique. Justement, on a un étudiant sénégalais qui étudie l'électromécanique et tu vas pouvoir discuter avec lui. Bon. Et si l'école ne le propose pas, on peut le faire aussi par soi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, beaucoup d'étudiants sont sur les LinkedIn. Donc avec les réseaux sociaux, on peut trouver des personnes. Et il ne faut pas hésiter à les solliciter. Ou alors on peut contacter les associations d'alumni. Parce qu'en général, elles ont un site internet et elles vont dire, dans tel pays, notre responsable, c'est un tel. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à contacter les gens, à discuter avec eux. C'est peut-être effectivement le conseil important que je propose, c'est d'aller discuter avec des gens qui ont expérimenté ce qui aujourd'hui peut vous faire rêver. Aujourd'hui, quel type de profil recherchent les écoles, toi qui t'occupes des internationalisations des écoles, et dans le cadre de leur stratégie, cherchent-ils des profils en particulier ou des origines en particulier, je dirais même? Alors, c'est une question que les écoles se posent davantage aujourd'hui, je trouve. C'est cette petite tendance parce que il y avait avant, pour les écoles qui voulaient recruter des étudiants internationaux, un peu une logique de chiffres, de se dire je veux le plus possible d'étudiants internationaux, et d'ailleurs je me compare aux autres écoles pour dire moi j'en ai plus que les autres. Mais on se rend compte que ça pose une question de diversité. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui on a à peu près 7 millions d'étudiants internationaux dans le monde. Sur ces 7 millions, on a 1 million de Chinois, 600 000 Indiens, donc ils sont très majoritaires, et dans certaines écoles, ils sont très concentrés. Vous avez des écoles de commerce, par exemple, où la moitié des étudiants étrangers sont chinois ou indiens. Et donc les écoles se posent la question de la diversité, pour plusieurs raisons. D'abord pour ne pas être dépendants, parce que ce manque de diversité, il a été révélé au moment de la crise du Covid. Quand les frontières se sont fermées très vite en Chine, et qu'on s'est rendu compte que dans un certain nombre d'universités où parfois les Chinois pouvaient représenter la moitié des établissements, aux États-Unis ou en Australie par exemple, qui avait ce côté très business, ils ont été en grande difficulté. Donc aujourd'hui, beaucoup d'écoles se disent je ne veux pas être dépendant de tel ou tel pays. Le deuxième élément, c'est que pourquoi les établissements veulent ces étudiants internationaux, c'est aussi pour proposer une expérience multiculturelle et internationale à ces étudiants nationaux. Et donc, si on vous fait cette promesse de la diversité, et donc vous êtes un étudiant ivoirien, vous dites je vais dans une université internationale, et j'arrive dans ma classe de cours, et je vois qu'il y a 10 Allemands sur 20, 9 Chinois et Indiens, et un étudiant qui vient de Colombie, vous allez vous dire c'est pas très international. Donc les écoles se disent il faut que je diversifie, et donc que je recrute des étudiants qui viennent d'autres pays. Ce qui pour elles est un effort, y compris un effort financier en termes de marketing, parce que les gros pays comme l'Inde ou la Chine, il y a ces flux qui sont régulés, donc vous n'avez pas trop besoin d'investir dans votre communication et votre marketing. Par contre, quand vous commencez à les cibler dans d'autres pays, il faut être plus présent. Et c'est vrai qu'il y a cet investissement en marketing. J'évoquais tout à l'heure la diversité des outils. Il y en a un que j'ai pas évoqué, c'est l'idée d'être présent dans le pays. Il y a des écoles qui ont leur représentant qui va faire de l'information, du recrutement. Il y a des écoles qui travaillent avec des agents. Donc il y a cette volonté d'être présent. Et il y a même aussi toute une série d'écoles qui ont des campus à l'étranger. Donc pour moi, ce sujet de la diversité, il est important à prendre en compte pour comprendre aujourd'hui comment est-ce que les écoles se réorientent dans leur recrutement international. C'est intéressant aussi, donc, du côté des étudiants. Ça veut aussi dire que tout le monde a leur chance, quel que soit le pays d'origine, quelle que soit l'origine économique, je dirais. C'est assez positif, en tout cas, j'imagine, du côté des étudiants. Oui, je pense que tout le monde a sa chance. Après, il y a des pays qui sont plus ou moins élitistes. C'est vrai que la Belgique, par exemple, est moins élitiste que la France. Surtout, et que l'Allemagne. La France est assez élitiste. La Belgique les moins. Et donc, elle a ce côté peut-être plus ouvert, à vouloir accueillir des étudiants. Donc
c'est vrai que là aussi, si on cherche un établissement où il y a un peu moins de pression, souvent en Belgique, on aura peut-être moins cette pression, même si après c'est exigeant et il faut travailler dur. Mais en tout cas, effectivement, tout le monde a sa chance. Quel que soit son parcours, quelle que soit son origine, quel que soit son milieu, quels que soient ses revenus. Après, il faut bien faire attention à son budget. Et ça, c'est une question qu'on va vous poser. Si vous allez étudier en France, vous passez par la procédure études en France, de Campus France, et à un moment donné, vous aurez un entretien. Et on veut s'assurer que vous avez les moyens financiers de pouvoir venir étudier en France pour qu'on vous délivre votre visa. Mais il n'y a pas de sélection par l'argent pour rentrer dans les universités. Et peut-être le dernier point que je voudrais évoquer, on parlait en tout début d'internationalisation de l'enseignement supérieur. C'est quoi l'internationalisation de l'enseignement supérieur ? Et je vais peut-être y répondre dans ma conclusion. On a beaucoup parlé de mobilité. Et c'est vrai que c'est le phénomène que l'on voit le plus. On pense surtout aux étudiants. Il y a aussi la mobilité des professeurs. C'est-à-dire qu'il y a un marché des professeurs qui vont aller dans tel ou tel pays. Mais il y a aussi une mobilité des formations. C'est-à-dire que la stratégie de beaucoup d'écoles, c'est de se dire, je vais ouvrir un campus à Abidjan, à Dakar, à Rabat, et aussi en Europe. On se disait parfois, est-ce que je choisis entre la France et l'Allemagne ? Mais vous pouvez faire les deux. Si je prends une business school, l'ESCP, ils ont un campus en France, un campus en Allemagne, ils en ont aussi un en Italie, à Turin, en Pologne, et vous pouvez bouger. Donc aujourd'hui, les frontières sont beaucoup plus floues parce qu'il y a tous ces efforts qui sont réalisés par les écoles. Et pour faire tout ça, pour faire ce recrutement, ce marketing, ces campus délocalisés, ces bureaux ouverts à l'étranger, cette offre de formation qui se développe, cette offre en anglais, les universités se transforment. Et finalement, l'internationalisation de l'enseignement supérieur, c'est peut-être ça, c'est que les universités, les écoles se transforment pour intégrer totalement cette dimension internationale et être totalement ouvertes au monde dans lequel on évolue. Ça, c'est une très belle conclusion, Sébastien. Merci. Et optimiste. Absolument. Merci beaucoup. Vous venez de regarder Ose ta réussite, le podcast pour les étudiants en mobilité. Merci beaucoup d'avoir suivi notre podcast. C'était Sébastien Lindin que nous avons reçu aujourd'hui. Merci. Au revoir.